Alright. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du bruit. À mes oreilles, c'est ici Alex et aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être accompagné de Michel Owe Langevin de Voivode. Salut Michel, ça va bien? Salut. Oui, ça va bien, merci. Yes, super content de te recevoir, comme je te disais avant qu'on commence. C'est vraiment un honneur de te recevoir sur le podcast. C'est un gros check que je mets à ma checklist d'invités que j'avais envie d'avoir. On commence toujours un peu le podcast en parlant un peu de comment que le Ben a commencé, puis tout ça. Tu sais, vous avez commencé ça dans les années 82, ça fait plus de 40 ans que le groupe il roule. Fait que, tu sais, comment que l'idée d'avoir un band métal comme ça, vous êtes dans les pionniers vraiment du style. Là. Fait comment qu'un peu ça a commencé la jeunesse de Voivode? Oh, ça a commencé au Cégep de Jonquière OK. au début des années 80. En fait, on se connaissait dans les années 70 à la Polyvalente, mais c'est au Cégep de Jonquière qu'on a formé le groupe, très influencé par qu'est-ce qu'on appelait le New Wave of British Heavy Metal, Iron Maiden, Motorhead, Judas Priest. Donc, c'est ça, on a vraiment embarqué là-dedans. On avait le bon âge, 17, 18 ans. Puis, c'était la nouvelle décennie. On dirait que c'était une musique qui nous appartenait. Mhm. Puis, donc, c'est vraiment ça. On voulait faire du heavy metal. Mais le temps qu'on forme le groupe, ça se dirigeait déjà vers qu'est-ce qu'allait devenir le thrash metal. Euh, quand on a sorti le premier album, là, c'était vraiment un bon timing avec Slayer, Metallica, Megadeth, puis Testament. Il y avait plein de Ouais, groupes ouais. en Europe, plusieurs groupes en Europe aussi, Destruction. Donc, disons que c'est vraiment un bon timing. Ah oui, c'est ça. Puis, tu sais, de bâtir un peu justement y avait-tu une scène un peu déjà à Jonquière à cette époque-là de fans de ce genre de musique-là, pas mal ou. Oui, il y avait Ouais? beaucoup de monde qui aimait le heavy metal. Il y avait un de nos amis, entre autres Wayne Archibald, qui écrivait à plein de gens partout sur la planète, des magazines, des compagnies de disques, puis des groupes, puis il recevait plein de cassettes, des maquettes, puis il partageait ça avec nous autres. Puis lui, il a beaucoup aidé à faire découvrir le métal à Jonquière. Donc, il y avait énormément de fans de métal, mais pas tant de groupes que ça. Il y avait Messiah Force, Death Dealer, Vor, Voivod. Je pense que c'est à peu près ça dans le côté heavy metal. OK. Fait que là, vous aviez comme, avec ces groupes-là, bâti un peu la scène euh, québécoise là, aussi. Là, vous avez aussi migré vers Montréal à un moment donné, puis tout ça. Puis là, il y a eu une époque que vous avez senti aussi que ça commençait à pogner, là, le Voivode, là, ça. Oui, en fait, le premier album, War and Pain, en 84, a vraiment eu un bon impact. Puis en 85, on a déménagé à Montréal avec une nouvelle gérance basée à Montréal. Puis on a déménagé, on était dans le même appartement dans l'est de Montréal, infesté de coquerelles. À ce Ah ouais. moment-là, à ce moment-là, parce que le premier album, justement, avait eu un assez bon impact. On avait tous lâché le cégep, puis on a décidé de déménager à Concentré Montréal. là-dessus. Mais le problème, c'est qu'on avait 150 pièces chaque de bien-être par mois. Donc, je me souviens qu'on allait au coin de la rue le premier du mois, puis on achetait un burger, une frite chaque, puis après, le reste du mois, c'était craft dinner. Un bon dépanneur, là. Ouais. Mais ça a dû vraiment être bon justement pour la créativité dans le band aussi, puis de tu sais, augmenter la chimie entre les membres aussi. Puis ça a aussi un côté peut-être négatif qui peut avoir aussi un peu de chicane par rapport à la Oh. cohabitation. Des fois, ça marche pas toujours super bien avec des amis. Là. Non, en fait, ça s'est super bien déroulé, puis c'est vrai qu'on avançait très, très rapidement. Euh, faisait environ, en fait, un album par année avec une tournée mondiale. Puis le fait qu'on restait dans le même appartement, euh, ça faisait qu'on travaillait sur notre musique, le concept, le visuel, tout en même temps. On avançait vraiment, euh, on avançait sans, Mhm. sans, sans regarder en arrière, puis on faisait, puis
On était super disciplinés. Je dirais qu'entre 83 et 89, on a dû pratiquer pas mal chaque soir. Ouais. Donc, la différence entre le premier album puis le cinquième album dans les années 80 est énorme. On a beaucoup, beaucoup appris. Ben, il y a Euh, ça, il y a vraiment une progression. Tu sais, le son change d'album en album. C'est vraiment le fun à voir la progression là, du groupe aussi. Là. oui, en fait, c'est Vous super n'êtes cool pas parce resté fermé là, justement à un style. Là, puis... ben, en fait, c'est ça, on a déménagé ensemble, tout le monde avait sa assez grosse collection de vinyles, puis on a commencé à partager nos goûts musicaux. Puis c'est là que tout s'est mélangé. La musique, qu'est-ce qu'on appelait l'alternatif, The Cure, Bauhaus, Killing Joke, puis du classique contemporain au classique moderne, des bandes sonores de films. Surtout la première génération de films cyberpunk comme Mad Max ou Blade Mhm. Runner. Puis c'est ça, donc Dans le temps, ils prenaient tu sais, des orchestres pour les films, puis c'était nous magnifique autres, les bandes sonores. Là. c'est ça. Nous autres, on rêvait de faire une musique, disons, pour un film de science-fiction. Donc, on avait des bouts qui étaient comme orchestrés pour donner l'impression que c'était une histoire quand tu écoutais l'album. Puis, c'est ça qui va nous permettre de s'adapter à l'Orchestre symphonique de Montréal, justement. Ouais, qui Euh, s'en vient. Là. ouais. Ah, ça va être un gros chose. On va en parler un petit peu plus tard. Là. Parfait. Ça va être le fun, ça, je pense. Mais comment que. Tu sais, il y a eu le premier Spectrum à Montréal. Comment que vous recevez ça, justement, ce première énorme salle-là de Montréal qui était mythique, là? Ah, moi, en fait, au début des années 80, on faisait du pouce de Jonquière à Montréal pour aller voir Iron Maiden ou Girls' School ou Motorhead au Spectrum. Ça a changé ma vie. En fait, c'est vraiment là, après un concert de Motorhead, la tournée No Sleep Till Hammersmith. Ça devrait être en 81-82. J'avais vu Iron Maiden et Girls' School juste avant. Puis c'est vraiment ça qui m'a décidé. À me lancer Si tu veux dans faire de la la musique. musique, là. Puis, à ce moment-là, j'étais un gros, gros fan du batteur de Motorhead, puis Filthy Animal Taylor. Puis donc, c'est ça, j'avais été super impressionné. Puis en faisant du pouce pour tourner à Jonquière, j'avais beaucoup réfléchi. Puis c'est ça, j'avais décidé de justement former un groupe. Puis c'est là que j'ai approché Denis Lamour. Avec qui j'avais déjà jammé à Polyvalente de Jonquière, à Polyvalente de Kenogami, pardon, OK. en 1980. Puis on avait beaucoup aimé nos styles respectifs. Donc, c'est ça, je l'ai recontacté après ces Pour ça. spectacles-là au Rome. Puis là, de se ramasser sur scène là, pour première fois sur cette scène-là, ça devait être un accomplissement énorme. Là. Tu devais y repasser de toi qui faisais du pouce pour aller voir un Oui, show en là-bas. fait, c'est à la sortie de Warren Payne en 84, où s'est fait offrir d'ouvrir pour Merciful Fate, qu'on adorait, au Spectrum. Puis pour la fantastique somme de 300 dollars. Puis on a dit oui tout de suite. Puis c'était vraiment une belle expérience, excepté qu'à la fin du spectacle, Snake, le chanteur, juste pitché son micro, puis est sorti, puis quelqu'un a tiré sur le fil, puis est parti avec le micro. Oh Donc, puis, non. donc, le micro valait 260 dollars, donc on a eu 40 dollars pour le spectacle. Oh non. Ah, mais c'est une bonne anecdote. Mais en même temps, tu sais, la chance de jouer là pour la première fois, tu sais, je pense que l'expérience vaut amplement Oui. le Après ça, cachet, là. on a eu on a eu des expériences hallucinantes. Là, on a fait, à un moment donné, 2 soirs en 86. Ça s'appelait le No Speed Limit Weekend avec DRI, Agnostic Front, Possessed. C'était dément. Puis, Ah, on ça l'aurait doit. fait, ouais. Là, on l'aurait fait en 87 avec SNFU puis Deglo Abortion. OK. Euh, Puis, on aurait fait 2 soirs en 88 avec Cro-Mags. Après ça, on l'a refait en 90 avec Soundgarden et Faith No More. Donc,
Ouais, c'était comme c'était devenu notre salon. Ouais, c'est ça, c'était comme votre chez vous, là, le Spectrum. Ouais. Ah, c'est le fun, ça. Puis comment que le premier show, justement, à New York, a changé un peu les choses pour vous, là? C'était la première fois que vous sortiez du Québec, du Canada. Ouais. Fait que, tu sais, vous alliez à New York pour la première fois. Qu'est-ce Ouais. que ça a changé? Ça, c'est un choc culturel quand même assez important. J'ai trouvé ça, en fait, c'était une super expérience. C'était au Ritz à New York en 85 avec Chromax puis Venom. Puis Venom, on avait beaucoup copié Venom. Puis ils ont été vraiment gentils avec nous autres, ce qui était très cool. Mais donc, c'était juste avant qu'est-ce qu'on appelle le crossover entre le hardcore et le métal. Mhm. Puis, il y avait énormément de bagarres pendant les trois spectacles. Puis donc, ça, je me souviens très bien ma vue de la batterie. C'était les bouncers qui se battaient avec les skinheads, qui se battaient avec les metals. Puis, donc, C'est un il gros free-fall, fallait là. que je reste, fallait que je reste vigilant pour m'assurer que je ne me trompe pas dans mes partitions, Ouais, là. c'est déconcentrant. C'était très, très T'as- mouvementé. Tu donnes Très le show, mais mouvementé. t'en as un méchant qui se donne en avant de toi, là. Mais c'était la période, c'était aussi la période où le thrash metal explosait. Puis tout de suite, l'année d'après, on est parti en tournée aux États-Unis avec Celtic Frost. Puis chaque spectacle était aussi dément. Donc, c'était des grosses années pour euh, le mosh pit, puis crowd surfing. Puis, Mhm. donc, ouais, ça brassait énormément. Ah, mais je pense que ça l'a comblé un espace, là, justement, dans ces années-là, que beaucoup de gens recherchaient. Là, peut-être cette agressivité-là de pouvoir se défouler dans une foule, puis de. Je pense que ça comblait quelque chose. Oui, en fait, il y en a qui en profitaient pour comme se défouler un peu. C'est-à-dire que moi puis Snake, on est allé voir au Rising Sun à Montréal quand on a déménagé dans les années 80. Discharge, GBH, puis c'était un peu dangereux d'avoir les cheveux longs dans ces spectacles-là. Donc, il y a des gens qui se sont un peu défoulés sur nous autres. Mais on avait des amis On-Road, puis Northern Vultures, puis Scum, puis Fair Warning, Countdown Zero, puis on pratiquait dans le même endroit. Puis donc, on avait quand même une assez bonne protection parce que les gens dans la scène crossover, justement, nous respectaient. Mais bon, donc, c'était des spectacles thrash metal et hardcore, c'est des spectacles où souvent, c'est ça, tu pouvais manger un coup de coude sur le nez, puis c'est ça. Tu savais jamais comment que ça allait finir, là. Ouais, c'est bon, ça. Puis de ça a amené, je pense, le label Noise Record en Allemagne, En fait, qui vous ont ouais. approché. Quand on a déménagé à Montréal, on s'est installé justement à l'endroit où il y avait des groupes hardcore qui pratiquaient chez Émile Amherst, Vigée à peu près, dans OK. une ruelle. Puis tout de suite, on s'est fait voler une partie de notre équipement. Puis on était à ce moment-là en train d'enregistrer notre deuxième album, mais on n'avait pas de contrat. Puis là, on a décidé d'organiser un festival. Euh, au Palladium, ce qui est maintenant où la grande bibliothèque maintenant à OK. Montréal. Puis on appelait ça World War III. Donc on a invité Celtic Frost, Possess, Nasty Savage, Destruction. C'est nous autres qui finissaient la soirée. Il y a énormément de personnes qui sont venues, puis ça nous a permis de finir l'album qu'on avait commencé, puis racheter notre équipement qu'on s'était fait voler. Mais on en a profité pour donner un rough mix à Martin Hain, le bassiste de Celtic Frost. OK. Lui a amené ça en Allemagne à Noise Records, puis on a eu un contrat de trois albums. C'est vraiment là où on a commencé à tourner internationalement. En premier avec Celtic Frost en 86, puis tout de suite après Possessed en Europe. Puis en 87, tournée mondiale avec Creator. Donc ça allait très très vite. Ah Puis ouais, hein? oui, puis le concept était toujours le même où on sortait un album, puis on partait en tournée faire la promotion de l'album à travers les États-Unis, ensuite à travers l'Europe, puis après la dernière date, on allait à Berlin enregistrer un nouvel album.
Le problème, c'est qu'il fallait qu'on compose un album. Sa route, là. Ben oui, en fait, en général, avant de partir, on le testait sur la route. Mais OK. ben, bon, donc, pour promouvoir Roar, il a fallu qu'on compose Killing Technology avant de partir en tournée parce qu'on finissait à Berlin pour l'enregistrer. Puis même chose quand on est parti avec Creator en 87 pour promouvoir Killing Technology, il a fallu qu'on compose Dimension Trust avant de partir pour finir à Berlin en enregistrant Dimension Trust. Donc, c'est le fait justement qu'on restait tous ensemble dans le même appartement qui faisait qu'on pouvait comme absorber la charge puis foncer. Ça, Puis c'était super, super ça devait excitant. être demandant, par exemple, là, justement, d'être rushé un peu comme Euh, ça. Oui, mais on ne le sentait pas énormément parce qu'on était, comme tout le monde, dans la scène début vingtaine. Puis, Ouais. donc, c'est ça. C'était très mouvementé, mais pour moi, c'était vraiment. Je découvrais le monde. Puis, en plus, avant de, euh, avant de partir en tournée dans le milieu des années 80, partout sur la planète, on parlait plus ou moins anglais. Mais en revenant d'une coupe de tournée, on était déjà pas mal meilleur. Puis, Ah, on peut le sûrement. voir, ouais. Puis on peut le voir sur les albums. L'anglais de Snake s'améliore. La profondeur dans les textes, puis... Ouais, c'est non, ça. c'est le fun, ça. Puis, justement, aussi, il devait avoir le moment que vous réalisez que Chris, ça va marcher. Esti. Il a fallu bûcher. En fait, c'est drôle parce que quand on a commencé, on a regardé les gens qui, comme Judas Priest ou en 80, 81, commençaient à être très populaires. Puis on se disait, ça fait déjà 7 8 ans qu'il existe, puis plusieurs albums. Puis on s'était préparé à ce scénario-là, de travailler pendant 7, 8 ans comme il faut. Puis effectivement, c'est ça. Après 6 7 ans peut-être, on a commencé à sentir le résultat. Puis, c'est surtout quand on a signé. En fait, ça a commencé avec, pour l'album Dimension at Trust, il y avait la chanson Tribal Convictions, puis qui était utilisée par Musique Plus à Solid Rock, le thème de Solid Rock. OK. Puis, cette vidéo-là, jouait beaucoup. Musique Plus, Much Music, MTV. Il- Puis, ça nous a Ça a donné amené. plus que 150$ par mois En par fait, personne. c'est que ça nous a amené à un contrat avec MCA pour Nothing Face. Ouais. C'est là qu'on a décidé de faire la chanson de Pink Floyd, Astronomie dominée. C'est vraiment ça qui nous a fait exploser. Donc, ça a joué beaucoup, 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 un peu partout. Puis, à ce moment-là, on s'est ramassé à tourner avec Rush ou justement Soundgarden, Fate No More. Puis, c'était une super belle époque. Ah oui, hein, là, c'est la réalisation du rêve là, qui commence. Puis là, Ouais, avec ben, MCA, vous avez aussi plus de budget aussi là, pour faire plus de ce que budget. vous voulez. Puis... Ouais. Plus de budget pour enregistrer, plus de budget pour tourner, plus de budget de promotion, vidéo, puis aussi assez de budget pour qu'on déménage dans nos appartements respectifs. Ça, Ça c'est un gros commence, plus, non? ça commence à être le temps quand même. Ouais, j'imagine, j'imagine. Puis, c'est toi qui s'occupais un peu de la direction visuelle là, du band puis tout ça. Qu'est-ce qui t'inspirait? J'ai vu comme un peu une légende pour Voivode, c'est une légende de vampire un peu puis tout ça. Qu'est-ce qui t'a inspiré là-dedans? En fait, l'inspiration vient du magazine Métal Hurlant. OK. Euh, j'ai découvert ça dans le milieu des années 70 quand ça a sorti sur les tablettes. Puis je voulais devenir dessinateur pour le magazine Métal Hurlant. J'étais vraiment focusé là-dessus. Puis à ce moment-là, je lisais Dracula de Bram Stoker, puis Seigneur des Anneaux. Puis j'ai un peu fait un mélange de tout ça, puis créé un personnage, une espèce de vampire. euh, guerrier. Puis, j'avais vu, pour la première fois que j'avais vu le nom Voivode, c'était dans un livre de Bob Moran, Le Talisman des Voivodes. Je OK. trouvais que c'était un beau nom. Puis, si je me souviens bien, c'était un espèce de roi gitan momifié, ou en tout cas. Puis, mais j'avais trouvé que le nom était beau. Puis, je l'ai revu dans la préface de l'édition française de Dracula où il expliquait que Dracula était un voïvode, une espèce de chef guerrier. Puis là, mélangé, là, à ce moment-là, j'avais comme créé une planète
où le Voivode évoluait. En fait, le Voivode était le gardien de la planète qui s'appelait Morgoth. Puis ça, c'était influencé de Mordor, puis OK. euh, le Seigneur des Anneaux. Puis c'est juste qu'à un moment donné, fin 70, début 80, euh, en pleine guerre froide, j'ai découvert une couple de trucs. Les bands dans la scène plus anarcho, Crass, Conflict, puis aussi euh, Dead Kennedys, des trucs comme ça. Ouais. Puis aussi, début 80, un documentaire qui s'appelait Si cette planète vous tient à cœur, je pense, de l'ONF, qui parlait de l'armement nucléaire, puis le danger de De tout ça. dévastation nucléaire. Puis à ce moment-là, il y avait aussi un film tourné pour la télévision qui s'appelait The Day After, euh, au début des années 80, où c'était justement une bombe nucléaire qui saute dans une ville américaine, puis les lendemains de tout ça. Puis donc tout ça, ça a fait que mon concept tourner plus post-apocalyptique. Puis là, mes dessins ont changé beaucoup aussi. OK. Puis donc, c'était en janvier 83 que Snake s'est joint au groupe. Puis on a cherché un nom. Puis j'ai mentionné le nom Voivode. Puis ils m'ont demandé comment ça s'écrivait, comme tout le monde. Puis après ça, il était intrigué par la définition. Puis j'ai expliqué le concept. Puis tout le monde est devenu excité. Puis on a décidé de développer le concept tout le long des années 80, échelonné sur 5 albums. Puis donc, Snake et moi, on développait le concept. Blackie puis Piggy développaient la musique. Puis on faisait ça ensemble, on avançait ensemble. Puis donc, c'est ça, c'est un peu pour faire c'est la genèse de tout ça, là. OK, cool. Puis celui-là, ça a pris une pause, c'est revenu un petit peu plus tard, le personnage, puis tout ça aussi, là. Le personnage est revenu une couple de reprises. C'est-à-dire que il est revenu en 97 sur l'album Phobos, Mhm. qui était vraiment concept. Puis il est revenu un peu par-ci, par-là, euh, dépendant des périodes et des textes de Snake, mais la mythologie de Voivode revient Ouais. une fois de temps en temps, mais on n'a pas encore fait un album complètement concept Non, comme non, non. Damage Cross ou Phobos, là, qui sont vraiment. The Wake se rapprochait beaucoup de ça, celui qui est sorti en 2018 par contre. Mhm. Puis comment que c'était important pour vous justement d'avoir une évolution dans votre musique à travers les albums, de toujours un peu changer quelque chose, de ramener un nouveau son, de... Tu sais, vous avez vraiment fait évoluer le son du thrash metal, là. C'est de la façon qu'on apprenait à jouer nous autres mêmes. Puis d'ailleurs, quand j'ai reçu la compilation de Noise Years, ça c'est de 86 à 88. Puis j'ai complètement halluciné quand j'ai vu la différence entre Roar en 86 puis Dimension Trust en 88. Mhm. Comment on a évolué musicalement. À ce moment-là, on était comme, je dirais, en train de essayer de rattraper Piggy, notre guitariste original, que lui avait commencé à jouer à 9 ans, puis était vraiment comme un prodige. Puis donc, disons que c'était, dans mon cas en tout cas, c'était vraiment euh, une, L'objectif espèce à atteindre. c'était une pression que je me donnais moi-même d'accoter sa musique. D'ailleurs, quand on avait essayé en été 81, Blackie, Piggy, puis moi, de faire quelque chose ensemble. Puis on avait jamais quand même une couple de mois, mais là, il y a à Arvida, au Saguenay. Mais il y avait eu une inondation dans le local. Puis ensuite, j'avais dit à Piggy euh, que j'allais prendre 1 an pour apprendre moi-même. Puis j'allais le rappeler dans environ 1 an. Puis effectivement, en novembre 82, je l'ai rappelé je me chantais, j'ai pratiqué chez mes parents pendant 1 an, super solide. Puis là, je me Des sentais parents prêt. patients. Ben, je me sentais prêt à jouer avec Piggy. Puis, mais pendant toutes les années Voivode, je me donnais tout le temps la pression de faire des partitions de drum qui étaient à la hauteur de sa musique. OK. Ah ben c'est
c'est bon parce que justement, ça t'a poussé à te surpasser tout le temps, puis de tout le temps te remettre au défi, puis d'évoluer, parce que lui aussi, il évolue là, à Ouais. travers ça. Là. Oui, lui évoluait beaucoup, puis on se faisait découvrir la musique. Au début, lui m'a fait découvrir le krautrock rock. Puis j'ai vraiment comme embarqué là-dedans. Puis moi, je lui ai fait découvrir des groupes punk que, qui étaient très musicaux. De Damned, puis de Stranglers, puis des trucs comme ça. Mhm. Euh, donc, c'est ça, c'est chacun amenait quelque chose, puis on était très ouverts d'esprit, puis euh, donc on se posait pas beaucoup de questions sur la direction. C'est juste la musique qu'on absorbait, elle sortait en musique de Mhm. voivodienne. Puis donc c'était vraiment ça. Puis en fait, quand on a commencé à tourner avec d'autres groupes que je me suis rendu compte qu'on était vraiment différents. Il n'y a pas beaucoup de monde qui écoutait du rock progressif dans la scène thrash metal. Puis nous autres, on a grandi là-dessus dans les années 70, pas juste avec le rock progressif connu, comme Genesis, Yes, Mhm. mais aussi Vandergraaf, puis Gentle Giant, puis et plus obscur, mais aussi très important, le rock progressif québécois. Slush, Morse Code, Dionysos, on écoutait à la tonne. Puis donc ça, c'était comme dans notre sang. Puis donc moi, je pensais que tous les groupes heavy metal étaient comme ça, mais finalement, c'est quand on a commencé avec la tournée avec Celtic Frost, elles autres aussi étaient dans une espèce de tendance avant-garde, puis donc ça passait très bien, mais à la tournée mondiale avec Creator, je sentais que nous autres, à ce moment-là, on avait fait Kinetic Technology qui était déjà un petit peu plus progressif. Je sentais que certaines personnes dans la salle se grattaient un peu la tête comme si. Qu'est-ce qui se passe? Ah, exactement. Voyons, là, c'est les tunes, là, ils évoluent comment? Là? Non. Je suis pas habitué au juste du. Puis on jouait très vite, puis on faisait des changements de tempo, puis de structure à Mhm. tous les 3 temps, puis en tout cas, c'est ça. Puis donc, je voyais que ça surprenait des gens, mais Mais c'est peut-être ça aussi qui vous a aidé à passer à travers 40 ans de musique aussi, le fait de tout le temps chercher à évoluer, à vous développer votre son, puis à chaque fois on présente quelque chose de quand même nouveau, puis c'est le fun de ouais. voir ça, puis ça fait que vous avez perduré à travers toutes ces années-là. Là. Oui, ben, c'est sûr que maintenant, on a beaucoup de respect pour ça parce qu'on faisait à notre tête, puis les albums sont différents. Il y a eu une couple de périodes où il y a eu des explosions musicales où on a fait Wow! Puis ça nous a influencé comme tout le monde. Mhm. Comme l'album Angel Rat en 91 est plus alternatif. Le courant était vraiment comme ça avec le grunge. Ça reste très voivode, mais je peux voir qu'on venait juste de tourner avec Fate No More puis Soundgarden l'année d'avant. Puis aussi, C'est pas des petites influences grunge, ça. Là. ben, en fait, c'était l'atmosphère dans la salle Mhm. qui avait beaucoup changé. C'était plus un mosh pit, c'était un mouvement de foule. Puis c'était complètement une autre approche sur la scène et dans la salle. Puis on a été marqué quand même. Puis il y a aussi dans le milieu des années 90 où on était en trio. Puis on était retourné un peu à nos racines hardcore. À ce moment-là, il y a eu des trucs qui sont sortis comme Fear Factory, Machine Head, puis Meshuggah, puis tout ça. Puis on trouvait ça vraiment bon. Puis, euh, puis nous autres, on avait un peu, on avait repris ce tournant-là de toute façon. Puis donc, c'est ça, il y a des fois où on ne veut pas se fier ou qu'est-ce qui se passe dans le mainstream, mais il y a comme une espèce de. Il y a une empreinte sur notre musique quand même de qu'est-ce qui se passe. Ben, Tu tu sais, sais, veux pas, tes goûts influencent ce que tu fais. Là. Fait que s'il y a quelque chose que t'aimes, naturellement, ça peut teinter ce que tu vas faire. oui, en fait, Piggy, lui,
tombé dans l'alternatif, là, tellement, là, il écoutait tellement Smashing Pumpkins, Tool, Radiohead, qu'à un moment donné, on lui a demandé d'aller écouter ça dans le derrière de l'autobus parce qu'on était, on était plus capable. Donc, lui, ça a beaucoup paru dans son écriture. Il a arrêté de faire des solos à 1000 notes, plus des ambiances, puis des couches de son. Puis je voyais que ça l'influençait, puis moi, ça m'arrangeait aussi parce que ça me forçait à avoir une autre approche à la batterie. Puis c'est le fun. Ouais, ouais, c'est ça, de combler plus un mode ambiant Oui, que voyons, supporter un solo qui rentre dedans, là. c'est ça. Puis maintenant, de nos jours, on est retourné à côté compliqué progressif. Puis donc, j'ai autant de plaisir parce que moi, je viens de aussi Terry Bozzio de Zappa, Christian Vander de Magma, Mhm. euh, donc Guy Evans de Vandergraaf, donc Bill Bruford, King Crimson. Donc, je suis super à l'aise là-dedans. Mais ce qui est drôle, c'est qu'avec les albums qu'on sort ces temps-ci, on gagne des Junos, puis c'est des albums super compliqués. Donc, on Ah, a juste à se c'est laisser. vraiment le Ouais. fun, ça, tu sais, Oui, on a d'avoir un juste à beau se laisser. prix comme ça, là, c'est énorme, là. Oui, le monde embrasse ça comme il aime ça. Puis, donc, on a juste à se laisser aller. Puis, on a notre âme secrète, Daniel Mongrain, qui lui a tellement de connaissances musicales parce qu'il enseigne au cégep, il enseigne la musique au cégep à Joliette. Donc, capable d'écrire, inventer et écrire des partitions pour des quatuors à cordes ou des cuivres. Donc, on en profite pour mettre ça sur nos albums aussi. Ah ouais, c'est le fun, c'est ça, c'est aller chercher le plus de tout le monde puis de tout regrouper ça, tu sais. Puis comment Ouais. que ça l'a affecté un peu le Ben justement, je pense que c'est en 86 ou 88, le cancer de Piggy ou la tumeur de Piggy. Est-ce que ça a eu un gros impact sur le Ben? Il y a eu sûrement une pause à ce moment-là, puis... Oui, ça a été une période où tout le monde a eu peur, Mhm, évidemment. Puis on a cancellé une tournée mondiale avec Violence et Testament. Puis donc finalement, Denis a eu des pilules qui étaient un peu expérimentales, mais ça a fonctionné pour lui. Puis il y a eu finalement le OK du médecin pour repartir en tournée. Donc on est parti faire une tournée américaine avec Violence. Puis, mais le temps qu'on revienne de la tournée était déjà temps pour nous autres de passer au prochain album. Donc on n'a pas eu de tournée européenne mhm. pour cet album-là. Donc, ça a été la première fois qu'on a eu peur pour la santé de Twiggy. Puis, évidemment, il y a eu d'autres problèmes de santé en 2005. Ouais. Ouais. Ah, c'est sûr, ça a-tu teinté un peu aussi dans votre musique, ces événements-là? Est-ce que ça a teinté votre musique aussi? Oui, c'est apparu dans nos paroles aussi, mais il y avait des paroles qui étaient étrangement prémonitoires sur Dimension Atross. L'album était sorti quand Denis a eu son diagnostic. Donc, c'est ça, mais ça faisait déjà partie de l'univers Voivode, les laboratoires, puis tout ça. Ouais. Donc, mais lui-même s'est senti justement dans des laboratoires parce qu'il fallait que, Et il je parle testait de quelque chose en plus. oui, il fallait qu'il teste plusieurs. Denis D'Amour s'est ramassé dans des espèces d'engins qui le scannaient puis tout ça. Puis donc, lui-même vivait une espèce de cauchemar de science-fiction, là. Ouais. Puis ça a l'air de teinter beaucoup le. Tu sais, il y avait comme l'impression de vivre un peu ce qu'il parlait, là, justement, là. Oui, mais chacun de notre côté, on avait Mhm. l'impression qu'on avait peut-être trop parlé de ça. Puis, d'ailleurs, c'est arrivé après où Denis Bélanger aussi est tombé malade juste à la sortie de l'album Target Earth. Puis, il y avait des chansons là-dessus qui étaient très près de ce qui se passait dans sa vie. Puis, il ne voulait pas les faire en spectacle. Ah ouais, hein. Ben c'est trop proche, puis. C'est ça. Mm. Ah, des fois, ouais, je comprends. Comment que. Comment justement, tu sais, dans les années 80, tout ça, t'annonces à tes parents que tu veux faire de la musique dans ta vie. Comment que ça se, ça se reçoit, ça? Puis, à un moment donné, il doit avoir aussi ce côté fier de garder que j'ai réussi, là. Oui. Ben, écoute,
c'est sûr que on reçoit la confirmation qu'on va faire 2 spectacles avec l'Orchestre symphonique de Montréal en 2025, c'est sûr qu'à ce moment-là, nos familles ont l'impression qu'on n'a pas perdu notre temps, mais moi, j'ai fait le cégep à sciences pures, chimie, physique. Puis là, j'étais en génie civil, en sciences à l'Université de Chicoutimi. Puis, donc, ça avait été beaucoup de travail déjà. Puis, mais je me souviens, je vais toujours me rappeler du fameux souper où c'est quand l'album Warren Payne est sorti, où j'ai décidé de vraiment faire ça à 100% parce que on avait notre contrat avec Metal Blade pour Warren Payne. Puis l'album avait quand même des assez bonnes critiques dans le créneau qu'allait devenir le thrash metal. Donc, c'est ça. Ben, c'est sûr que j'ai senti la déception parce que, je veux dire, à la table de cuisine. Puis, donc, Un peu c'était pas un d'inquiétude moment. aussi. Oui, ben, c'est sûr qu'ils te demandent qu'est-ce que tu vas faire dans la vie. Parce que tu dis, je lâche l'université pour faire du heavy metal. Sur le coup, ça semble complètement À, irréaliste. à Puis, Jonquière, là. à Jonquière, tu sais, les Canadiens français ou Québécois, tu sais, tu peux-tu être international? Puis finalement, la scène est devenue énorme internationalement, justement. Puis quand on a tourné avec les groupes d'époque qui venaient d'Allemagne ou du Brésil, tout le monde avait un accent. Personne ne savait parler anglais à 100%, Mhm. mais les salles étaient pleines. Tout le Puis monde apprenait en même temps. tout le monde apprenait en même temps. Nous autres, tu sais, c'est ça. Nous autres, on tournait justement avec Creator, puis les autres aussi apprenaient en même temps que nous autres à parler anglais. Donc, c'était c'était vraiment une expérience. Ça me fait penser justement comme avec le podcast, j'en ai quelques-unes d'entrevues en anglais justement, mais tu sais, je suis capable de faire une discussion, mais ça arrive souvent, je cherche des mots puis tout ça, puis je me rends compte des fois comme j'ai eu un groupe a cappella de l'Afrique du Sud il y a pas super longtemps, puis tu sais, eux autres aussi, ils ont un gros accent, puis des fois, ils en cherchent des mots, puis j'étais comme, ah, Ben puis tu oui. sais, ça rend tellement à l'aise finalement, bon, tu sais, on n'est peut-être pas les meilleurs, mais on réussit à faire de quoi qui se tient, puis ça, that's it, là. Moi, ce qui me fait rire, c'est les paroles des premiers albums qu'on a fait où on avait des expressions au Saguenay, genre va chier, je suis pas un poisson. Puis donc, il y a une ligne dans un texte, c'est Go shit, I'm not a fish. Puis ça fait partie du mystère Voivode. Je ne sais pas combien de fois je me suis fait demander qu'est-ce que ça veut dire, Go shit, I'm not a fish. Mais c'est bourré d'expressions comme ça. Puis c'est ça, c'est à l'enregistrement du troisième album à Berlin, Harris Jones, le producteur, c'est lui qui nous a dit, les gars, va vraiment falloir qu'on travaille sur vos paroles. Je comprends rien de ce que vous racontez. Il nous a beaucoup aidé pour Killing Technology. Puis après ça, pour Damage Sinatra, c'est une secrétaire de Noise Records à Berlin qui nous a aidés. Elle venait d'Angleterre. Puis OK. donc, elle nous a aidé à angliciser ça. Puis, ouais, c'est ça. Ah, c'est bon, c'est vrai. Mais tu sais, ça fait partie justement de l'histoire, tu sais, c'est la réalité, là. Vous êtes des gars de Jonquière qui apprenaient l'anglais, puis on fait avec qu'est-ce qu'on a, tu sais. On parle comme ça, c'est souvent l'erreur qu'on fait, là. On va traduire nos expressions québécoises qui font aucun sens. Oui, j'aimais bien. Je pense que c'est Rocky qui avait dit. Euh, Au lieu de dire shut the fuck up, il a dit fuck the shut up. Puis là, on n'arrête pas de dire ça maintenant. C'est trop bon. Ah oui, c'est parfait. Puis, comment, c'est ça, comment tout évolue pour arriver à un projet avec l'orchestre symphonique? Ça, c'est quand même incroyable, là. Ça va être un gros projet là, qui s'en vient. Ah, ça, c'est le parcours, la vie des fois. Je me suis beaucoup impliqué avec des organismes qui viennent en aide aux gens en difficulté. Le Bon Dieu dans la rue, puis les impatients. Puis, OK? donc, j'ai fait des spectacles puis des enregistrements musicaux avec ces gens-là. Euh, Ça puis doit être une expérience vraiment le fun, ça.
C'est vraiment, vraiment, c'est magique. Puis, euh, donc, je me suis lié d'amitié avec Siou, Siou, qui est un artiste montréalais qui fait les illustrations aussi. C'est un camelot du magazine L'Itinéraire. Pour les itinérants, pour les aider à faire un peu d'argent. Euh, L'itinéraire avait un projet parrainé par la presse où il offrait à un des camelots de faire une entrevue avec la personne de son choix. Puis, Sio a décidé de faire une entrevue avec moi. OK? Puis donc, on a fait ça dans un sentier urbain en dessous du pont Jean-Cartier. C'était vraiment cool. Il y avait le photographe de la presse pour prendre des photos. Puis cet article-là est apparu cette entrevue-là est apparue dans l'itinéraire. Ensuite, ça a été repris dans la presse en ligne. Puis le basson solo de l'Orchestre symphonique de Montréal a vu l'article. Il l'a acheminé à la direction de l'OSM. OK. Puis la directrice de l'OSM a vu ça, puis elle a lu l'article, elle a trouvé ça super intéressant. Puis elle avait fait avec Diane Dufresne l'orchestre symphonique. Puis Richard Langevin, le mari de Diane Dufresne, c'est mon cousin. Dans l'article, dans l'entrevue, je mentionnais que Richard m'avait montré à dessiner, je ne sais pas si tu te souviens, le Atomas, la fourmi atomique. Oui. Euh, c'est le premier dessin que j'ai fait dans ma vie. Puis Richard Langevin m'avait montré à dessiner à Thomas. Puis donc, elle a contacté Richard Langevin, qui a contacté ma mère. Je suis revenu de tourner, j'avais un message sur mon répondeur de Richard Langevin qui me disait que l'OSM me cherchait. Donc, hey, à cause d'un article dans Most l'itinéraire, wanted. euh, mais non, mais hey, c'est incroyable qu'est-ce qui peut arriver. Puis on a toujours, toujours rêvé faire un spectacle symphonique. Mais Puis, j'imagine, tu sais, avec qu'est-ce que tu me disais, tu étais fan de musique, de films, puis tout ça, fait que ça oui, va complètement fitter, tu sais, puis en étant justement fan de science-fiction puis de fantastique, est-ce que je peux comprendre, est-ce que je peux comprendre, je pense oui, qu'il y a des choses grandioses qui peuvent se passer justement, là. Rajouter ah oui, des profondeurs encore plus grandes, puis c'est ça. Blair Thompson qui va faire les arrangements, euh, selon Chewie, il est super aventureux. Il a déjà travaillé avec Chewie, notre guitariste, pour l'inauguration de l'amphithéâtre de Trois-Rivières. ok. Puis donc, on a vraiment hâte. Il nous a dit il allait faire les arrangements en juin, juillet, août. À partir de septembre, on va avoir du pain sur la planche. Puis on a vraiment hâte. On a choisi des pièces qui étaient à plusieurs mouvements. Puis donc, Piger je dans les pense que pièces progressives. oui, exactement. Puis des pièces assez longues. Puis c'est ça. Donc, euh, on a vraiment hâte de travailler là-dessus, mais c'est entrecoupé de. C'est-à-dire qu'on a les festivals à faire en Europe en juillet. Mhm. Euh, Peut-être une tournée sud-américaine en octobre. On est en train de checker si ça vaut la peine. Puis financièrement, je veux dire. Ouais, ouais. Puis, après ça, on a plusieurs spectacles au Québec en novembre et décembre. C'est en janvier 2025 que l'Orchestre symphonique se passe. D'ici ce temps-là, on en profite quand même cet été pour écrire de la nouvelle musique. Ok. Pour un Ouais. nouvel album, un 17e album. Ouais, puis aussi, sans compter qu'on on est en train de terminer le film We Are Connected sur Voivode qui va être Ouais, en vous avez première. fait Ouais. une campagne de sociofinancement pour tout ça aussi, là. Oui, ça a marché. Puis va être présenté en grande première à Fantasia à Montréal, Ok. fin juillet. Puis il y a un livre sur Voivode qu'on est en train de terminer aussi qui s'appelle Always Moving. Always Moving. Ah ouais, hein? C'est quoi tu sais, les différences que ça va amener justement tu sais, vous êtes habitué de jouer vous ensemble, là, mais là de devoir jouer, suivre un peu, tu sais, vous allez devoir vraiment être connecté avec l'orchestre puis tout ça. Ouais. Comment que ça vous vous préparez pour ça? Euh, on est en train de figurer la patente parce que c'est une bonne question parce que c'est pas évident au niveau de la batterie.
Il y a beaucoup les cymbales puis tout ça. Je pense que je vais tomber ses nerfs à une couple de musiciens. Mais il y a une façon, je suis sûr, d'avoir une espèce de cage en plexiglas ou quelque chose. Mais l'affaire, c'est que il faut que si on me place avec les percussions, il faut quand même que j'aie un contact visuel avec le reste du groupe Voivode. Puis au début, on avait pensé faire ça à la maison symphonique, mais justement, la configuration ne fonctionne pas avec un Le concert band, rock. ouais. On veut avoir des écrans, puis donc mettre le paquet. Donc, ça va être Wilfrid Pelletier. OK. Puis, euh, c'est ça. Donc, on est en train de justement essayer de figurer la façon qu'on va approcher l'affaire pour que ça soit vraiment Plaisant pour tout le monde. pour que tout le monde puisse, comment je dirais, euh, de mon côté, à la batterie, c'est énormément de pression parce que, vu que notre musique a plusieurs mouvements, c'est pratiquement impossible de faire ça avec un Un clic-clac. clic. Puis, donc, il faut y aller comme un spectacle de Voivode presque normal. Mais si je me trompe, l'orchestre se trompe, tu vois. Ah ouais, hein? Ça me Fait que, rappelle beaucoup, ouais. fait que Ça me faut. rappelle une expérience. J'ai joué plusieurs années avec Diane Dufresne, justement, puis je faisais Terre Planète Bleue, puis il y avait un cirque, puis tout ça avec des acrobates, puis énormément, toute la scène montréalaise était là, puis c'était une autre occasion où si je me trompais, le cirque se trompait. Donc, mais je me tromperai pas. Ouais, ouais, il faut pas. Les années d'expérience sont là, là. Ouais. Mais ça va être un peu comme le. Justement, vu que c'est toi qui va falloir qui dirige un peu ça, fait que le chef d'orchestre va comme suivre toi pour le tempo des. Oh, je pense que moi, il va falloir que je suive celle qui va diriger Dina Gilbert, plus qu'elle va devoir me suivre. Je pense qu'il va falloir que je sois très attentif à ses mouvements. Puis peut-être aussi, j'ai tendance à m'emporter en spectacle, puis à accélérer, accélérer, accélérer. Euh, Premier mouvement vite, deuxième mouvement très vite, troisième mouvement trop vite, là. Ouais. Je vais essayer d'éviter ça, puis m'asseoir un peu plus sur la rythmique, puis essayer de faire respirer la musique pour que tout le monde puisse être sur le bon temps, parce que c'est quand même les parties dans les chansons arrivent vite, puis donc ouais, ça va être un apprentissage. On va s'y mettre, puis on va travailler aussi avec les maquettes des arrangements au studio Radicor euh, à Notre-Dame de Mont-Carmel, où on enregistre nos albums depuis plusieurs années avec Francis Perron OK. qui, euh, qui enregistre nos albums aussi. Donc, on va pouvoir comme figurer toute la patente, puis s'assurer qu'on ne mélange pas l'Orchestre symphonique de Montréal. Ah, mais j'espère que ça va bien se passer, Michel. Ouais. Ouais. On approche déjà l'heure, Michel. Euh, je vais te laisser nous parler un peu des deux chansons qu'on va faire jouer, si ça te dit bien, de Synchro Anarchy puis Fix My Heart. Je sais pas si tu veux nous parler un peu de ces deux chansons-là. Oui, c'est drôle, Synchro Anarchy, parce que la façon que ça a commencé, euh, j'ai pensé à un beat où, disons, toutes les 4 temps, j'enlevais un temps. Puis, en fait, on avait fini de pratiquer. Ça, c'était en mars, début, c'est-à-dire 2020, avant que la pandémie arrive en mars. En fait, de détacher mes souliers, puis, puis, pour mettre mes bottes d'hiver. Ah ouais. Puis, j'ai eu le flash ah, je vais faire comme une espèce de beat, puis enlever un temps. Puis là, j'ai dit au gars, hey, j'ai une idée. Puis je me suis levé, je me suis dirigé vers la batterie, puis je me suis enfargé dans les lacets de mes souliers. J'ai failli m'empaler dans un pied de cymbale. Puis, euh, le, le- au début, euh, l'espèce de beat que j'ai fait, Chewy l'a enregistré, puis il a appelé ça The Shoelace Incident, juste pour qu'on se souvienne c'est quoi. Puis là, ça a donné l'idée à Snake.
dans la vie, tu te penches pour attacher ton soulier, il y a un pneu qui te passe au-dessus de ta tête, qui vient d'une voiture qui vient d'avoir un accident, puis des timings comme Ouais, ça, des tu sais. timings parfaits, là. Exactement. Donc, c'est un peu ça, Synchro Anarchy, mais c'était aussi, ça représentait qu'est-ce qui se passait aussi en pleine pandémie. Tout ça, quand on écrivait un album, on a écrit Synchro Anarchy en faisant la distanciation, puis toute la patente Mhm. avec Logic Pro, puis Dropbox, en tout cas. Anyway. Puis ça représentait euh, comment on avait monté l'album, puis l'état de la planète aussi en même temps. Donc, c'est ça, Synchro Anarchy. Cool, cool. Puis pour Fix My Heart, c'est ça, je vais passer la vidéo que vous avez sortie, la version de 2023, là. Oui, l'année passée, on a sorti l'album More God Tales, puis c'était pour célébrer le 40e anniversaire de Voivod. Donc, on a fait un survol de notre carrière. On a invité Eric Forrest, qui a fait la voix sur Rise, chanteur, bassiste des années 90, puis aussi Jason Newsted sur Rebel Robot. Puis, euh, on en a profité pour faire la première tune qu'on avait écrite, Condemned to the Gallows, puis des tunes qui n'étaient pas nécessairement des hits, mais donc Fix My Heart de Outer Limits, une chanson qu'on aimait beaucoup. Puis c'est cool ce projet-là parce que ça a permis à Eric de venir chanter avec nous autres au Hellfest en France l'année passée. OK. Puis Jason est venu jouer avec nous autres Rebel Robot et la chanson Voivode à Fort Lauderdale l'année passée. Puis donc c'est un super beau projet. Puis nouvelle version de Fix My Heart. On en profite pour la jouer en spectacle. Puis c'est une pièce que le monde nous a demandé beaucoup au fil des années, puis on l'avait un petit peu ignorée. OK. Fait qu'on la ramène à l'avant-plan. Ouais. Oui. Ah, c'est le fun, ça. Puis ça doit être incroyable, justement, tu sais, les premières fois que vous faites, genre, les tournées de gros festivals, puis aujourd'hui, tu sais, avec tous ces plus grands festivals-là, d'avoir la chance de jouer là, puis de jouer devant des énormes foules comme ça doit être incroyable comme feeling aussi. Oui, c'est incroyable les grosses foules. C'est sûr que, disons, comme quand on a fait on a ouvert pour Metallica sur les plaines. Puis Mhm. il devait avoir 100 000 personnes. En ce moment-là, ça devient comme une masse de monde. Puis je trouve ça moins stressant que le lendemain matin, on faisait un show surprise dans la rue à Québec pour les passants. Puis j'ai trouvé ça plus stressant d'avoir il y a une foule qui s'est ramassée, puis c'est du monde direct en avant de toi qui te regarde. Mais Il y oui, a moins de jouer distance que sur le main stage des plaines, hein? mais jouer les gros festivals, c'est vraiment fantastique. Mais moi, j'aime ça jouer dans toutes les circonstances. On vient juste de faire une tournée américaine avec Prong. Puis c'était des salles genre Club Soda, disons, OK? OK. Puis c'était fantastique. Ah, moi, c'est ma salle préférée, moi, à Montréal. Là. Club Soda, là, je pense que Ouais, c'est une des salles que c'est juste assez gros. Tu sais, puis le son est super bon. ouais, Les bands peuvent avoir un beau stage aussi. Tu sais, le stage est assez ouais. grand. Puis... Non, Oui, c'est une belle place. la dernière fois qu'on l'a fait, c'était au Festival de Jazz en 2019. Puis ça va toujours rester, ça va dans ma mémoire pour toujours. Ouais. Ben, merci beaucoup, Michel, pour le temps passé avec moi. C'était super heureux de t'avoir rencontré. Là. T'es vraiment, vraiment sympathique. Puis c'est vraiment le fun. Merci. Vraiment le Merci de fun. m'avoir invité. Ben, ça fait Euh, plaisir. la, la prochaine fois, on parlera des 3 autres décennies. Ben oui, ben oui, on pourra se faire un plan 2. Parfait, merci beaucoup Michel, puis on se dit à la prochaine. Tout le monde, merci d'avoir OK. été là, ceux qui étaient là, puis merci. Strike on trees, one
God.